Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady. Vous écoute discussion que nous vous proposons aujourd'hui, une Afrique mixte et qui gagne. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique, en termes d'initiative tout au moins, se déclinait beaucoup au masculin. Et les personnes que nous recevons aujourd'hui ont un projet, une initiative heureuse. Notre exercice, notre figure imposée étant de revisiter leur objectif. Est-ce que seulement la mixité, simplement la participation des femmes est prise en compte? Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi pas? Merci de recevoir avec moi Maître Daniel Babin. Bonjour. Bonjour Lady. Merci de nous avoir accueillis ce matin. C'est moi qui vous remercie grandement d'avoir ramené avec vous deux autres personnes. Vous auriez pu être trois, mais nous sommes heureuses d'avoir celles qui sont là pour un projet qui s'intitule Winning Africa. Vous en êtes la vice-présidente, vous êtes avocat. Alors, avocat ou avocate? Je vous pose la question chaque fois que je vous rencontre. Peu importe, avocate. Avocate. Parce que tout se féminise, hein, pourquoi pas la profession d'avocat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Olivia Adikpeto, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être présente. Vous êtes chargée de communication pour l'association donc Winning Africa. Tout à fait. Vous êtes par ailleurs chargée de clientèle au sein d'une banque. Tout à fait. Merci à vous d'être présente. Et juste à vos côtés, j'allais dire roulement de tambour, disons-le, le seul homme sur le plateau, mais surtout le président de Winning Africa. Bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes Anthony Niati Mwamba. Exactement. Merci de vous joindre à nous en vous rappelant à vous qui nous regardez que nous sommes en direct 01 45 55 76 87 pour participer à notre discussion du jour. Je le rappelle, une Afrique gagnante, oui, mais à condition qu'enfin les femmes soient associées à toutes les initiatives, à tous les niveaux de prise de décision, dans toutes les sphères de pouvoir, tant que nous y sommes. Et ainsi, peut-être les 50 prochaines années seront autres que celles que nous venons de célébrer récemment. Monsieur le Président, pourquoi Winning Africa? Comme le nom l'indique, Winning Africa, lorsqu'on définit, c'est l'Afrique qui gagne. C'est tout simplement. Pourquoi Winning Africa? C'est parce que nous voulons fédérer les jeunes Africains en vue de changer ce qu'on voit actuellement sur le continent. Fédérer les Africains, c'est les hommes et les femmes. Et je sais pertinemment, pour ma vision de l'Afrique, c'est que les 50 premières années, les hommes n'ont pas eu vraiment, ils n'ont pas porté très bien, pour ma vision, le flambeau de l'Afrique. Donc voilà pourquoi je m'entoure de femmes et pour pouvoir faire évoluer. Je pense que l'Afrique de demain, c'est l'Afrique des femmes. L'Afrique des femmes battantes et l'Afrique des femmes qui vont nous montrer le chemin, un peu comme la mère qui éduque l'enfant. C'est ma vision de l'Afrique de demain. Le téléphone va se mettre à sonner et les hommes d'aujourd'hui vous diront ce qu'ils pensent de votre vision. Olivia Adikpeto, pourquoi avez-vous accepté d'être membre de cette association? Tout simplement parce que je veux que l'Afrique change. L'Afrique aujourd'hui n'est pas au niveau où il devrait être. Donc je veux apporter ma pierre pour changer l'Afrique tout simplement. Et pourtant, tous les deux, vous vivez en France, en Europe. Qu'est-ce qui vous donne envie de regarder sur le continent? Moi, je suis d'origine africaine, donc j'aime l'Afrique, même si j'y habite pas. Mes parents sont... Lapsus révélateur. Sont zaïrois. Ils m'ont quand même transmis leurs valeurs, leurs origines, leur mentalité quelque part. Et moi, j'aime l'Afrique et je veux tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle change et qu'elle se développe, qu'elle évolue et qu'elle se transforme. Et voilà, je veux tout simplement apporter ma petite pierre à l'édifice. Au lendemain des élections, on s'interroge beaucoup sur cette jeunesse en France, cette jeunesse venue de partout ailleurs, qui est intégrée, qui est française fort souvent, mais pourtant qui regarde vers le continent. Est-ce que c'est un paradoxe à votre avis? Personnellement, non, je ne pense pas. Je pense que nous sommes déjà arrivés à un moment où l'Africain veut construire chez soi. Et l'Occident, a priori, a tout. Et nous, on n'a quasiment rien. Et je pense que ce tout et rien, l'Africain arrive à un moment où c'est un ras-le-bol et se dit qu'il faut aussi aller construire chez lui. Lorsqu'on regarde ici, on a le travail, là-bas, on n'en a pas. Et sur la question précédente, pourquoi nous, on regarde, par exemple, pour ma part, pourquoi je regarde vers l'Afrique? J'ai grandi en Afrique, j'ai étudié en Afrique. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays d'Afrique, ce qui m'a donné au moins une vision d'un développement différent dans les différentes capitales. Et je pense que lorsque je suis arrivé en France, j'ai vu des Africains qui ne connaissaient pas l'Afrique. Et qui avaient une Afrique stigmatisée parce qu'on leur avait appris. Des jeunes Africains. Des jeunes Africains. Parce qu'on leur montrait à la télé. Il est temps de montrer aux Africains que l'Afrique, c'est pas ça. C'est pas la jungle, c'est pas les ouba-ouba comme on leur a appris à l'école. Ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. L'Afrique, c'est une grande richesse. Et je pense pertinemment que
le monde sans l'Afrique ne tournerait pas. Donc il est temps pour les Africains de retourner, et pour les jeunes Africaines, parce qu'elles sont les mères de demain. Ce sont les mères de demain, ce sont les femmes qui vont éduquer les enfants que vont faire ces hommes. Donc il faudrait bien que ces mères de demain puissent connaître l'Afrique pour savoir qu'est-ce qu'elles vont donner à leurs enfants. Alors, je voudrais m'autoriser une phrase un peu moins drôle. Une mère, pas de demain, mais d'hier, comme moi. Comme ça, nous restons copines sur le plateau. Maître Danielle Babin, vous êtes vice-présidente de cette initiative de jeunes, a priori. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de participer à cela? Eh bien, parce que nous voulons d'une nouvelle Afrique. Voilà. Nous voulons d'une Afrique belle. Nous voulons d'une Afrique respectée. Nous voulons d'une Afrique forte, unie. Nous voulons apporter notre contribution au parachèvement du projet de Kwame Nkrumah, du projet de Cheikh Anta Diop, de Marcus Garvey, qui rêvait d'une Afrique forte, qui rêvait d'une Afrique qui appartienne aux Africains, qui rêvait d'une Afrique respectée, pas d'une Afrique humiliée. 50 années passées d'expérience en tant que pays indépendant, nous n'avons pas beaucoup d'acquis forts. Il y a quelques années, je pense que c'est en 2007, où les Africains ont reçu comme un affront le propos tendant à dire que le paysan africain ou l'homme africain n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Moi, ce propos, je l'ai reçu en pleine figure, mais avec intelligence et distance. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que M. Sarkozy se soit trompé. Vous savez, lorsqu'on dit la vérité, on aime bien que quelqu'un de la maison le dise. Mais quand il s'agit d'un voisin qui le dit, on le reçoit comme une injure. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette interpellation a tout son sens. Pourquoi? Il faut nuancer, tout simplement, la remarque. L'histoire appartient à l'Afrique. On dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le monde s'approvisionne en Afrique en termes de matières premières, en termes de, je dirais, d'énergie, en termes de nourriture même. On dit que l'Afrique est la patrie, en fait, la mère patrie de l'humanité. Et aujourd'hui, les fils d'Afrique doivent comprendre qu'est-ce qu'est l'Afrique. Au fond, l'invitation que m'ont lancée les jeunes, je l'ai reçue. Pourquoi? Parce que je dis qu'au fond, ensemble, nous allons inventer un nouvel avenir. Nous voulons aller explorer cette Afrique. Je ne connais pas l'Afrique. Je peux vous dire aussi que je ne connais même pas le Congo, d'où je viens. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de susciter une nouvelle conscience. Nous sommes en Occident, en France en particulier, qui est notre pays. Comme, j'aime à dire, comme sur des terres de refuge, en fait. Comme sur des terres où nous sommes en vue, en fait, de nous construire ou d'apporter quelque chose en plus. Vous savez, au fond, et c'est ce que je dénonce moi aujourd'hui, c'est qu'il y a un mythe qui enferme l'homme africain dans une espèce de statut d'infériorité. C'est que l'homme africain, tant qu'il n'est pas arrivé en Occident, tant qu'il n'est pas arrivé en France, il a l'impression d'être un homme incomplet. J'ai fait mes études de droit à Brazzaville. J'ai eu une licence en droit et j'ai postulé à devenir avocat de mon pays. Tous mes professeurs m'ont incité à venir en France. Mon père, je dirais en premier, n'a pas accepté que j'entreprenne, que je mette le pied dans leur profession d'avocat au niveau où j'étais, que j'avais atteint à l'université. Donc j'ai fait les 3 années de droit, puis j'ai fait un stage pour devenir avocat, donc une année par là, 2 ans pratiquement, donc Bac plus 5 pour devenir avocat. Mais dans le pays, un avocat qui n'a pas mis le pied en France n'est pas un avocat achevé. Et c'est un avocat qui n'est pas mûr. Voilà, il n'est pas mûr, il n'est pas compétent, voilà. Et c'est ce que nous voulons renverser. Alors, justement, dans ce renversement, et c'est ce qui a retenu notre attention dans votre projet, et la place des femmes dans tout cela. Est-ce que les 50 prochaines années, vous voulez les reproduire avec la pleine conscience que si on le fait sans la moitié de l'humanité que sont les femmes, et c'est pour ça que nous parlons de mixité dans ce sujet, est-ce que vous avez des actions volontaristes que vous allez pouvoir mener? Est-ce que vous vous êtes seulement posé la question? Est-ce que c'est moi qui vous la pose? Je vais vous donner la possibilité d'y répondre d'ailleurs. La place des femmes, moi je rêve d'une femme présidente qui dirige un pays africain ou plusieurs pays africains. Ça serait, la femme est compétente, la femme est rigoureuse. Donc pour moi, une femme peut être à la tête d'un pays africain. Alors, ça peut prendre du temps, mais je rêve de ça, moi. Et comment pensez-vous que ce rêve puisse devenir réalité?
par exemple, Maître Baba pourrait devenir président du Congo. Pourquoi pas? Merci, je le prends comme une prophétie. Alors, la place des femmes dans tout cela. Oui, vous avez parlé des précurseurs, Kwame Nkrumah et les autres. Avaient-ils, eux, veillé avec toutes les bonnes initiatives qui étaient déjà les leurs, de mettre les places, ou plutôt de rendre possible l'émergence des femmes dans toutes les sphères de décision? Je sais bien que nos amis téléspectateurs vont nous appeler pour nous dire que la femme était honorée, que ci, que ça, mais le soir venu, la case fermée. Oui, alors, il faut rappeler, et cela, je pense que cela nous échappe souvent. Il faut rappeler que la femme africaine est une femme de pouvoir. La femme africaine, depuis la nuit des temps, depuis nos sociétés traditionnelles, depuis les conquêtes, même dans les guerres, les femmes ont mené des guerres en Afrique. Les femmes ont toujours sous-tendu, je dirais, même l'économie africaine. Pour ne pas remonter trop loin, vous savez, la BAD en 2008 avait publié des statistiques démontrant qu'il y a 500 millions de femmes en Afrique et que l'agriculture africaine était tenue par 80% de femmes. Donc ce sont les femmes qui tiennent l'économie en Afrique. C'est vrai que dans la société qui se modernise, les hommes ont voulu reléguer les femmes au second plan. C'est vrai, nous observons que les grandes entreprises, notamment dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la banque, dans les entreprises, je dirais, de performance, souvent, dans les 50 dernières années, c'est vrai que les femmes n'ont pas été suffisamment utilisées dans les postes de responsabilité. Mais nous sentons quand même que dans les 10 dernières années, ça a beaucoup bougé. Moi, je pense que le taux de participation des femmes, c'est vrai que les pourcentages sont très moindres. On nous parle de 18% à 19% de femmes au Maghreb qui sont directrices de grandes entreprises. En Afrique subsaharienne, c'est à peu près 22%. Et nous disons que tout cela doit évoluer. La femme est une femme de pouvoir depuis la nuit des temps. La femme est une femme guerrière. La femme africaine est une femme guerrière. La femme africaine n'est pas une femme qui est faite pour, je dirais, selon l'expression de Mazo, pour porter la féminité du point de vue de la reproduction. Non. La femme africaine est une femme qui décide, qui tranche, et qui dirige. Voilà. Donc, je pense que Winning Africa, dans ses objectifs, qui sont très nombreux, veut promouvoir le changement des mentalités en Afrique. Et dans le changement des mentalités en Afrique, et en fait, dans l'émergence de cette nouvelle Afrique, la femme, nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser, nous allons entreprendre de l'éducation civique. L'éducation civique, vous savez, Winning Africa, c'est vraiment plusieurs perspectives. Mais dans le cas de l'éducation civique, nous allons entreprendre d'éduquer les jeunes filles et les jeunes garçons sur un plan égalitaire, à s'accepter et à inventer un nouveau monde ensemble. Parce que l'Afrique, elle sera parachevée, pour ne pas dire elle sera construite, elle est construite. Mais nous voulons justement poursuivre cette construction, mais vraiment hommes et femmes à égalité. Monsieur le Président, vous voilà bien avec des femmes comme vice-présidente, avec des propos comme cela. Comment comptez-vous faire passer cette pilule qui, pour l'instant, reste amère dans la gorge de beaucoup d'hommes? Moi, personnellement, je sais que, pour ma part, je travaille un peu dans la communication et je pense que ça, c'est un problème de communication. Oui. Il faut pouvoir réussir à mener des campagnes de propagande. Peut-être le mot propagande n'est pas très bien approprié, mais encore que oui, des campagnes qui feront comprendre aux gens qu'on est arrivé au point où il faut mettre l'homme et la femme à égalité. J'ai un exemple que j'aime souvent donner, ça c'est mon exemple phare, qui s'est passé en France. Au départ, il y a beaucoup de gens disant en 2004, personnellement, moi je suis arrivé en France en 2004. Ouais. Je suis arrivé en France en 2004, je ne savais pas qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ils ont commencé une campagne de pub qui a fait comprendre aux gens qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, en faisant une campagne et en sensibilisant les gens que les hommes et les femmes sont égaux, ils sont au même point et qu'on peut sortir des idées meilleures même d'une femme que de chez un homme, avec une campagne de communication bien faite, on arrivera à satisfaction. Que le ciel vous entende, je suis là tous les jours et j'espère que les choses bougent. Vous êtes donc jeunes tous les deux, j'ose à peine vous demander votre âge. Je ne vais pas demander à la dame, elle pourrait ne pas apprécier cela. Mais est-ce que dans la tranche d'âge qui est la vôtre, au sein des jeunes, la question de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes est un problème réglé, un problème qui n'est plus un problème?
Pour ma part, oui, ce n'est plus un problème. En tout cas, les amis avec qui les amis que je côtoie, les gens avec qui je marche, on n'a plus ce problème de c'est une femme, elle ne peut pas penser comme ça. Et personnellement, j'écoute beaucoup les conseils des femmes. Parce qu'il y a une chose que j'aime bien faire, c'est m'entourer de femmes intelligentes. Et c'est vrai quand même me dire que là, je qualifie, mais oui, il y a des femmes bêtes, il y a des femmes intelligentes. Je préfère m'entourer de femmes intelligentes. Et lorsqu'une femme est intelligente, elle est vraiment bien intelligente. Et elle produit des idées que j'aime beaucoup. Donc, je préfère m'entourer de femmes intelligentes. Et j'en ai beaucoup autour de moi qui constituent mon cocon de réflexion. Commentaire sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que réellement, pour vous aussi, tout est réglé ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire et sur quel aspect quand on parle de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes? Tout comme le président, moi aussi, mon environnement, on va dire, il n'y a pas de macho, on va dire. On partage les mêmes opinions et beaucoup d'hommes aujourd'hui revendiquent et disent que, bah oui, la femme a sa place. Une femme peut et doit être présidente de la République, par exemple, parce que la femme est tout aussi capable qu'un homme. Donc je pense que les mentalités pour les hommes changent. Je parlais de mon mari, oui. Lui met la femme à la première place. Et voilà, donc moi je pense que les hommes aujourd'hui ont changé de mentalité et sont prêts à voir une femme évoluer, à voir une femme gouverner, à diriger un pays. Certes, ce qui se passe dans votre entourage immédiat se décrit tel que vous nous le présentez, mais quand vous levez les yeux et que vous regardez autour de vous et qu'il y a encore des schémas, on va dire, inattendus au regard de ce que vous vivez, quelle réflexion cela suscite chez vous? Et comme a dit mon collègue et président, il faut changer les mentalités, il faut communiquer, il faut faire des campagnes de communication à l'image. Est-ce que c'est aussi simple que cela, véritablement? Alors, je pense... Je vais te laisser parler. Je pense que non, mais je pense que c'est un travail qui se fait sur du long terme, tout simplement. Mais il faut bien commencer un jour, donc c'est maintenant. Alors, Anthony Nyati Mwamba, je rappelle que vous êtes le président de Winning Africa. Commençons donc par présenter les objectifs de cette structure et déclinons-les aussi à la sauce féminine tant que nous y sommes. Déjà, l'objectif premier, c'est de fédérer les winners. C'est qui les winners? Les winners, ce sont les Africains, les amis d'Afrique, toutes races confondues dans tous les métiers, avec un objectif, promouvoir l'Afrique et venir pour aider l'Afrique et l'élever au rang mondial. Après, on a éveillé les consciences, comme on l'a si bien dit, éveiller les consciences afin le mot le dit tout simplement, pour un changement qualitatif des conditions de vie, pour une amélioration économique, pour une amélioration sociale. On a aussi de former l'élite. Parce qu'on on va pas se mentir, ce sont les élites qui prennent la tête. Donc, en formant l'élite, vu qu'ici on est chez Lady, il faudrait quand même qu'on puisse qu'on puisse former beaucoup de femmes dans les élites. Un tout petit peu, oui. Non, beaucoup plus. Beaucoup de femmes. Et ça va aider. C'est une chose qui va aider l'Afrique. Je ne vais pas mentir, ça va beaucoup aider l'Afrique. Et on a aussi promouvoir le développement économique et agricole. Comme elle a dit, l'agriculture est tenue par 80% des femmes. Donc, les femmes y sont déjà. Nous, les hommes sont même en minorité là-dedans. On n'a même pas 50%. Donc, on a aussi accompagné les initiatives des projets d'investissement en Afrique, promouvoir l'encadrement et la formation et l'investissement professionnel. Et encourager les jeunes à découvrir l'Afrique. C'est quelque chose qui est très important. Nous allons écouter notre premier téléspectateur qui est à Orléans. Bonjour, monsieur. Allô, Orléans? Vous êtes déjà parti? On l'a convaincu. Vous avez été convaincu, nous dit-on, ça doit être cela. Rappelez-nous, 01 45 55 76 87. Se pose donc la question des moyens. Je voudrais commencer, moi, par tenir cette campagne de publicité à laquelle vous faites allusion, ces campagnes de sensibilisation. Quels sont les moyens qui sont à votre disposition ou comment comptez-vous vous organiser pour pouvoir arriver à... Enfin, vous avez là donné des chiffres, les femmes sont
plus engagées dans l'agriculture. Cependant, en sont-elles les bénéficiaires en termes de retombées? Il y a déjà ce paradoxe. Comment le régler? Il y a déjà la précarité des moyens de production en Afrique. Lorsqu'on voit simplement le domaine de l'agriculture, qui est entreprise en Afrique est une agriculture, je dirais, vivrière. Elle est une agriculture qui ne satisfait même pas l'autosuffisance alimentaire au niveau africain. Donc voilà, c'est un problème de précarité des moyens. Nous avons besoin d'une agriculture qui soit tant soit peu élevée au niveau industriel, pour que nous ayons aussi la possibilité de transformer nos matières premières, voilà. Et donc c'est ce qui manque, voilà. Donc ce que Winning Africa veut aussi faire, c'est de mettre en place un observatoire. Nous voulons créer et ça c'est vraiment un des projets phares. Le président ne l'a peut-être pas évoqué, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, parce qu'on parle des moyens. L'Observatoire de la démocratie et du développement en Afrique, ça va être vraiment une machine que nous allons mettre sur pied en vue de servir d'organe de contrôle par rapport à l'évolution. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, souvent les gens s'enferment dans une perception purement politique. La démocratie n'est pas un concept seulement politique. La démocratie est un concept social, économique, culturel. La démocratie, comme dit Jean Guizot, la démocratie... Y compris l'égalité des chances femmes-hommes, l'équité, la parité. Exactement. Donc la parité, l'équité, l'égalité font partie justement de cet univers démocratique. La démocratie, c'est la possibilité d'entreprendre. Mais d'entreprendre dans des canaux, dans une épure bien tracée où chacun peut se réaliser. Or, cela n'est pas possible aujourd'hui en Afrique. Les femmes veulent, elles ont de la volonté, mais elles n'ont pas les moyens. Donc, ces moyens, il faut aller les chercher. Donc, au sein de l'Observatoire vraiment de la démocratie et du développement, nous voulons être vraiment un organe de contrôle, un organe de sensibilisation, un organe pour mobiliser les moyens sur le plan international. Et pardonnez-moi, nous allons revenir à cela. Je voudrais que nous partions à Toulouse écouter Madame au téléphone depuis un moment déjà. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Madame. Oui, je voulais vous poser une question, Madame. Allez-y. C'est-à-dire que moi, je suis en train de suivre votre débat. Et, allô? Allez-y, nous écoutons. Oui, je suis en train de suivre votre débat et puis ça m'intéresse parce que j'aime bien l'Afrique. Pourquoi vous vous arrêtez, Madame? Parce que, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je suis en train de me dire que quand je vous entends dire que les femmes sont plus à mettre à travailler dans l'Afrique, ils sont des femmes très dures, très motivées, c'est plus pour de la maison, ils sont plus pour travailler. Je m'excuse, je voulais juste vous dire, est-ce que peut-être il y a des endroits dans l'Afrique, par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, Centrafrique de Bangui. Et alors, c'était pour vous dire, je sais que là-bas, il y a beaucoup de misère, beaucoup de souffrance pour les femmes, et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de gens qui représentent ces personnes-là, et surtout que je connais quelqu'un justement qui est de Bangui, qui m'a toujours dit que les femmes là-bas, ils sont battus, des fois ils sont violés, et puis il y en a d'autres qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur, ils se vivent dans la peur. Alors j'aurais aimé que justement, que s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse, des associations, des gens qui puissent pouvoir protéger ces femmes, parce que ces femmes, c'est vrai, ce sont des femmes quand même qui se battent. Ils ont quand même des foyers, ils ont des enfants, mais on n'ose pas dévoiler, dire vraiment leur douleur et leur souffrance. Et ça, je partage beaucoup leur douleur, leur souffrance. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que je vous dis ça parce que je suis une personne chrétienne. Si je pouvais partir là-bas pour faire quelque chose, pour monter quelque chose, pour représenter les femmes qui souffrent, par exemple, justement de la maladie, justement du VIH, du sida. Je sais que c'est une maladie qui est très propagée là-bas. Il n'y a personne pour pouvoir les aider, monter des associations, pour pouvoir les montrer que le chemin à suivre, comment se protéger. On ne trouve pas justement ce genre de filière. Donc j'aurais voulu que vous posiez la question, qu'est-ce que vous envisagez et quelle est votre façon de procéder et de voir les choses. Moi qui est une
personne qui voit, qui est touchée de leur souffrance, de leur douleur. Et j'ai même pensé un moment qu'il fallait peut-être monter des centres pour pouvoir dire les dangers qui menacent et puis surtout pouvoir des centres pour les protéger. Merci. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, j'ai dû vous interrompre. Merci de finir sur l'Observatoire. Et je vous retournerai donc la question posée de madame au téléphone. Vous avez du pain sur la planche, hein, des besoins et des vrais besoins. Alors, l'Observatoire. Bon, alors, donc, comme je disais, ça va être un organe de contrôle qui va se doter, hein, ce sont des projets qui sont en perspective, qui va vraiment se doter des moyens, qui va travailler dans le cadre d'un réseau de consultants et d'observateurs, tant au niveau africain qu'au niveau européen. Parce que, bon, c'est bien, il y a des organismes qui existent, il y a Amnesty International, il y a des observatoires des droits de l'homme dans chaque pays et tout, mais nous n'allons pas continuer à nous faire, je dirais, nous faire sanctionner par des personnes qui sont à l'extérieur et dont on sait souvent quels sont les penchants. Parce que ces institutions, en général, sont souvent sous le diktat des grandes puissances. Aujourd'hui, Transparency International, par exemple, s'intéresse à la corruption en Afrique, s'intéresse aux biens mal acquis. C'est vrai, il y a des biens mal acquis. Les chefs d'État africains excellent dans la gabegie, dans des détournements sauvages des deniers publics. Tout ça, nous le condamnons. Mais nous voulons aussi avoir un organe africain, purement africain, qui va contrôler l'évolution de la démocratie, l'évolution de l'état de droit, les avancées en termes ou des solutions en termes d'inégalité, comme ce que nous venons d'entendre tout à l'heure, les viols qui sont commis. Bon, évidemment, on ne va pas stigmatiser l'Afrique pour ce qui concerne, par exemple, les viols. Les viols, il y a des contextes dans lesquels les viols sont commis. Dans les pays en guerre, en RDC, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport aux viols. Et même dans les pays où il n'y a pas de guerre. Même dans les pays où il n'y a pas de guerre, il y a beaucoup de questions de viol. Je fais du droit d'asile. Je sais combien la plupart des personnes qui viennent demander l'asile ont souvent été exposées à des atteintes corporelles très graves, à des traitements inhumains et dégradants qui les détruisent complètement. Et souvent, quand des personnes arrivent ici, c'est des loques, femmes ou hommes, parce que le viol en Afrique est devenu une arme de destruction massive, il faut l'appeler ainsi. Donc, dans le cas de l'Observatoire, nous allons mettre sur pied, nous allons travailler avec des associations qui existent déjà dans les différents pays, qui militent en faveur des droits humains, qui militent en faveur de la réduction de la pauvreté en Afrique, qui militent en faveur de l'émergence des femmes en politique ou même tout simplement dans les sphères de pouvoir. Donc nous allons travailler vraiment en réseau avec toutes ces associations, mais vraiment Winning Africa veut promouvoir en tout cas un observatoire pour la démocratie et le développement en Afrique. Et la mixité, je le suppose, mais je vous l'arrache des lèvres. Et la mixité. Monsieur à Avignon, êtes-vous sur le pont où on danse tout le temps? Oui, je suis là. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour. En fait, je vous appelle pour réagir à la dame de Toulouse qui vient d'appeler, là. Oui. En fait, j'ai été en Centrafrique il n'y a pas longtemps. Moi-même, je suis d'origine centrafricaine. Tout ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, j'y étais, j'ai vu comment les femmes se battaient, comment les femmes font vivre leur famille. Et voilà, j'étais agréablement surpris face à la combativité des femmes centrafricaines, déjà. Moi-même, qui est une femme centrafricaine. Donc, il faut qu'elle arrête à chaque fois de dire oui, on m'a dit ça, on la connaît la chanson. Donc, ce ne sera pas à nous aujourd'hui qu'elle va nous faire croire qu'on m'a dit. Et je tiens à remercier à toutes, je tiens à féliciter tous vos invités. Déjà, par rapport à leur initiative, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'Afrique a vraiment besoin de ses enfants. Et je pense que c'est en prenant l'exemple sur des jeunes, comme la jeune femme et le jeune homme là. Donc, je vous encourage dans vos initiatives. Et aujourd'hui, de toute façon, l'avenir de la femme ne peut que se créer par la femme. Comme hier, aujourd'hui et demain. Donc, sans la femme, l'Afrique ne pourra rien faire. Donc, il faut que nous arrêtons de dire que oui, la femme africaine, ceci, cela, cela. Non. La femme africaine, c'est une femme battante, comme la maman elle vient de rappeler. Donc, il faut que nous encourageons nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos cousines à aller de l'avant. C'est ce
ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Quelle maman? C'est vous ou c'est moi ou c'est nous? Alors, plus sérieusement, vous avez vraiment du pain sur la planche. Je voudrais que vous réagissiez à nos deux téléspectateurs. Déjà, on entend deux sons de cloche. Entre ce déni de certaines situations qui sont là et ce constat, comment allez-vous faire justement? Parce que pour régler un problème, encore faut-il accepter ce qui se passe. Olivia. Oui, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de problématiques à résoudre, c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est des problématiques qu'il va falloir qu'on va s'y attacher. Enfin, on va étudier la question et forcément essayer de résoudre tous les problèmes. Mais c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des problèmes qui vont se résoudre sur du long terme. Hein, vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, nos objectifs, c'est défendre les intérêts de l'Afrique. Donc, toutes les problématiques, on va les étudier et on va faire en sorte que l'Afrique se porte au mieux. Alors, les problématiques, certes, mais qu'est-ce qui est problématique? Parce que manifestement, il se pose deux problématiques. Les problèmes en soi et puis l'acceptation ou la non-acceptation que c'est un problème. On l'a entendu aux deux interventions que nous avons eues. Avec les deux, sur les deux interventions qu'on a eues, il y a quelqu'un qui a eu un écho, il y a quelqu'un qui est allé sur le terrain. Donc, nous, comme on l'a dit, on va essayer de travailler avec les associations qui sont sur le terrain. Parce que les associations qui sont sur le terrain peuvent nous donner le meilleur écho. Parce qu'étant de Paris, tout ce qu'on peut avoir, c'est les on-dit. Et les on-dit sont plus fiables. Mais à ce jour-là, j'aimerais quand même que... Là, quel est votre avis? Vous avez deux sons de cloche, encore une fois. Oui. Que pensez-vous qui soit la réalité? Je pense que la femme n'a pas menti. Je pense aussi qu'il y a des femmes en Centrafrique qui sont victimes de viols, Je pense que ça, dans tous les pays, de toute façon, ça existe. Donc je pense et la réponse de monsieur qui disait « c'est un peu n'importe quoi », comment pensez-vous? Un peu une volonté peut-être de ne pas se sentir stigmatisé. C'est une réelle question qu'il faut prendre en compte. On va dire que peut-être sûrement que le taux de viol a baissé. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus autant flagrant et que les gens commencent à prendre conscience que les actes posés ne sont plus bons. Madame avait parlé de maladie, elle avait parlé de difficultés de survie. S'il ne restait qu'une seule femme sur la planète, est-ce que ce serait une bonne raison pour que tout le monde s'engage quand même? Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que ça n'est pas la majorité? On ne fait rien? Que pensez-vous? Non, ce n'est pas une question de nombre. Parce que s'il reste une seule femme sur cette planète, on est tous morts. Non, s'il ne reste qu'une seule femme qui ne vive pas bien, qui soit malade, qui ait des difficultés, alors que tout le reste du monde entier se portait bien, est-ce que ce ne serait pas une bonne raison de se pencher quand même sur la question? Mais si, c'est la preuve, s'il ne reste qu'une seule femme, je pense qu'il y aura un engouement de tout le monde pour l'aider à vivre mieux. Espérons-le. Non, il y en aura. Quelquefois, il y a des délits. Nous allons prendre monsieur à Arras. Bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour à vos invités. Bonjour. Voilà, simplement pour intervenir un peu dans la thématique, sur la thématique de l'émission d'aujourd'hui, hein, la mixité en Afrique. Mais je voudrais simplement apporter une information, si c'est un rappel par rapport aux invités qui sont là, puisqu'ils sont au fait du sujet. Je pense que le Rwanda est un pays qui devrait servir de vitrine. Vitrine dans le sens où c'est un pays pilote hein, dans l'expérimentation de la mixité en Afrique. Je pense d'ailleurs qu'il y a un taux considérable des femmes dans ce pays-là qui sont à des postes de responsabilité, qui sont même dans la société civile en tout cas, qui constituent vraiment un vivier en termes de force vive de la nation, mais qui sont... voilà. Je n'ai pas statistiquement les chiffres en tête, mais ça peut se vérifier. Je pense d'ailleurs que vos invités doivent peut-être avoir une information dans ce sens. C'était juste à titre de rappel et je vous souhaite... une très bonne émission. Merci à vous pour votre participation. Est-ce que le Rwanda, va-t-on avoir un Rwanda qui va servir de modèle? C'est vrai que le Rwanda, depuis qui va rester une exception? Depuis la sortie de la guerre, du moins du génocide, hein, le Rwanda a fait beaucoup de progrès, il faut le reconnaître. Je dirais, dans la plupart... quel que soit le regard qu'on peut porter sur la gestion du président actuel, mais sur le terrain, on voit des avancées. Voilà. On voit un taux d'alphabétisation qui s'est accru, on voit l'émergence des femmes dans les sphères, effectivement. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Les taux sont quand même, en tout cas au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, et même Rwanda, de l'Europe. Voilà, le Rwanda, vraiment, je tire mon chapeau. Je n'ai pas les statistiques, mais je sais que le Rwanda, effectivement, que ce soit sur le plan je dirais même de l'hygiène,
l'hygiène ambiante, hein, voilà, dans la propreté dans la ville, dans les infrastructures. En tout cas, le Rwanda est en train de faire, de nous donner une leçon, voilà, de nous donner une leçon, je dirais, de démocratie, du point de vue tout simplement de la gestion voilà, de leur potentiel, je dirais, de leur potentiel humain et je dirais social. Et donc, ce qu'effectivement il faut reconnaître, c'est que en Afrique, le taux de participation des femmes dans les sphères de décision, bon, en France où nous sommes, ce n'est pas mieux. En France, bon, on dit que... Alors c'est souvent ce qu'on entend dire, en France, tout le monde bat sa femme, en France, on meurt aussi de ceci. Oui, Est-ce que toutes ces références c'est pour montrer simplement que le chemin est encore lent. Parce que d'aucuns prennent cela comme une bonne raison de rester assis, les bras croisés, à ne rien faire. Pas du tout. Nous ne pouvons pas nous inspirer des mauvais exemples pour dire, voilà, si la France est encore en retard, pourquoi pas nous? Non. Nous voulons justement dire que le chemin est encore lent. Parce que vous savez, le mimétisme africain est une maladie. Et que le chemin de l'Afrique n'est pas celui de la France. Voilà, n'est pas celui de la France. Nous n'avons pas la même histoire, quand bien même nos histoires sont souvent faites de sang. Mais je dis que la nouvelle Afrique que nous voulons voir émerger, c'est aussi cette Afrique-là qui tienne compte des énergies, du potentiel des uns et des autres. Et donc, nous allons travailler dans le sens de la sensibilisation, mais par une éducation civique qui passe par l'école. Donc, Winning Africa aura à proposer au niveau africain des modèles éducatifs qui passent par vraiment la sensibilisation depuis l'école maternelle jusqu'à ce que ça arrive à l'université où les hommes et les femmes s'acceptent dans leurs différences et dans le potentiel dont regorge chacun. Madame Abagné, bonjour. Bonjour. Je passe bonjour à tous les gens qui sont à le plateau. Et, ça m'intéresse votre émission, ça fait un bon moment que je n'ai pas écouté. Je dis que mixité les femmes en Afrique, on peut rêver encore parce qu'il y a toujours des machos qui disent que oui, nous on est des hommes, les femmes, leur place c'est au foyer, s'occuper des enfants, faire des enfants. Il n'y a pas que ça. Quand on est dans une forêt, on crie, on regarde d'avant, il n'y a personne, on regarde derrière, il n'y a personne, à côté, il n'y a personne, on voit soi-même. Il faut que les femmes se lèvent. Il ne faut pas qu'on reste assis, bras croisés, de ne rien faire. Les temps d'avant, que les hommes ils ont droit d'aller à l'école, les femmes ils n'ont pas droit d'aller à l'école, les premières erreurs des Africains, ça a commencé depuis ce temps-là. Parce que depuis... Avant, tout le monde se lève de dire les femmes, les hommes, les femmes, ils ont tous droit d'aller à l'école. On n'aurait pas là aujourd'hui. Parce qu'ils ont donné les priorités avant, les hommes que les femmes. Et pourtant, c'est les femmes qui font tout. Nous, les femmes, on est comme les enfants. Parce que l'homme de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. L'avenir de demain, c'est les femmes. Donc, il faut que les femmes se lèvent, qu'on se bat sans donner des coups. Je trouve que les hommes qui battent leurs femmes, ça commence déjà depuis les premières insultes. Il faut stop. Ça commence les premiers coups, on dit ça va passer. Deuxième coup, ça va passer. Ça continue, ça n'arrête jamais. Personne ne mérite de se battre comme un âne. On est des êtres humains. C'est les femmes qui font tout. Et les hommes, ils vont travailler. Les femmes, quand les hommes rentrent à la maison, ils trouvent que les femmes, ils ont déjà fait la cuisine. Leurs habits sont lavés, bien propres comme il faut, ils vivent comme des rois. Et malgré tout, on ose dire, les femmes, ta place, c'est à la maison, tu n'as pas ton mot à dire. Les temps des dinosaures, là, c'est fini. À toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, il faut que tout le monde se lève, se battre sans donner des coups ni des mots pour se battre pour notre avenir. Parce que dans ce monde que j'ai compris maintenant, on échappait en Afrique pour venir ici trouver des bonheurs. On échappait de malheur, on est venu trouver des malheurs encore. C'est ça le problème maintenant. On échappait malheur, on est venu pour trouver des bonheurs. On a eu un autre malheur qui est ce qu'on a laissé derrière nous. Donc il faut que tout le monde se lève, tout le monde se bat. Donc moi je suis une femme. J'ai tous les respects pour les hommes, pour tout le monde, quel que soit un être humain. Mais une femme ne mérite pas, on le bat. On ne dit, oui, tu n'as pas le droit de travailler, moi je suis un homme. Si on n'a pas le droit de travailler, cet homme, il travaille. Demain, il y a un problème. Il va dire, cette femme qu'il a privée de ne pas tout faire, il peut le foutre dehors de trouver un autre qui va monter sur sa tête. Alors, les femmes, levez-vous, travaillez, battez-nous. Il faut qu'on se batte.
Merci, Madame de Bagno. Ça faisait un long moment que vous n'étiez pas avec nous. Je suis ravie personnellement que vous ayez refait surface et j'espère que votre appel a été entendu. Alors, réaction des jeunes, Maître Babin aussi. Tout à l'heure, vous disiez, dans un environnement où vous êtes, regardez tout va très bien. Et là, une réalité s'entend. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord avec la dame de Bagneux. Il faut que tout le monde se lève. Il faut que la femme, tout simplement, puisse avoir les mêmes droits que l'homme. Mais ça passe aussi par, elle le disait tout à l'heure, l'éducation. Elle a dit tout à l'heure que, effectivement, la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école. Seul l'homme avait droit de recevoir une éducation. Effectivement, Winning Africa aussi a pour objectif de changer ces mentalités-là. La femme doit aller à l'école. Alors après, ça dépend des pays, certains pays africains, je pense aussi. Hein. Je ne sais pas de quelle origine elle est. Vous en connaissez-vous un pays africain où toutes les filles sont scolarisées de toute façon? Mais je pense qui échappe à ce schéma de déscolarisation des filles? Non, mais je pense qu'il y a plus de pays. Il y a des pays qui envoient plus de femmes que d'autres pays. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au Congo, il y a beaucoup de femmes qui vont à l'école. Par rapport, je pense, au Mali, où il y a moins de femmes, il y a plus de femmes qui restent à la maison. Je pense qu'il y a une différence au niveau des régions et au niveau des pays. Voilà, ce qui, dans l'absolu, ne change rien, car, comme on dit, les médicaments ne sont pas pour les gens en bonne santé. On s'occupe de ceux qui en ont besoin. Oui, mais c'est vrai qu'il faut l'étendre à l'Afrique entière. Au monde entier? Et au monde entier, effectivement. Réaction d'hommes, alors? Et de jeunes? De tout ce que j'ai entendu, en fait, moi, il y a une chose qui a été dite peut-être plusieurs fois. L'éveil des femmes ou le mouvement des femmes viendra par la femme. Donc la preuve, je pense, le droit des votes des femmes, ce sont les femmes qui se sont levées pour marcher. Hein. Je pense que ce n'est pas les hommes qui se sont levés pour les femmes. Donc il faut que les femmes aussi, à un moment donné, se réveillent. La dame, elle a eu son coup de gueule et c'est la vérité. Et elle a raison de le dire. Un foyer où on bat la femme, où on relègue la femme au rang de ménagère ou au rang de boniche, de nos jours, ce n'est plus intéressant. C'est vrai qu'il y en a... Sauf si c'est un choix. Sauf si c'est le choix de la femme. Bien sûr qu'il faudrait respecter, c'est le choix de la absolument. Femme. Ça, il faut le respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société qu'on est, surtout en Occident, parce que nous, on a la vision de l'Occident, on est devenu aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on fait partie de la diaspora, on est devenus des métis culturels. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire, on aura un peu la réflexion d'un noir de France. Donc, ceux qui sont en Afrique, il y a peut-être beaucoup plus de cas comme ça. Donc, il est temps pour les hommes d'arrêter de battre leurs femmes et des femmes d'essayer d'aller de l'avant. Nous allons prendre Madame Abamako et ensuite, Maître Babin, je vous demande de réagir. Bonjour. Oh là là, nous avons été trop bavards. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Alors, vous vouliez, vous aussi... Oui, voilà. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est la problématique des violences faites aux femmes. Hein. Avant, c'était le viol. Le viol aussi est une violence faite aux femmes. Je pense qu'au niveau africain, nous avons besoin d'élever le niveau de la justice, tout simplement. Nos différents États africains ne sont pas des États de droit. Ça, j'aime à le dire et à le rappeler. L'Afrique apparaît à plusieurs égards comme un espace de non-droit. Parce que les gens peuvent avoir à leur disposition des outils juridiques en vue de mettre en œuvre leur propre défense, mais souvent les gens sont comme anéantis. Anéantis par une pensée qui est enchaînée par les traditions. Les femmes connaissent-elles leurs droits, à votre avis? Si, si. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent leurs droits. Mais la femme est dans une espèce de compromis permanent. Je vais vous donner un exemple. En France, depuis les années 1980, le viol entre époux est devenu un crime. Donc ça fait pratiquement, voilà, nous sommes 20 ans, hein, depuis 80. Ouais. Donc, le viol entre époux existe en France. Mais même en France, une femme qui va poursuivre son époux pour viol, c'est incompréhensible. Parce qu'on considère qu'un homme ne peut pas violer sa femme, c'est sa femme. Mais pourtant, le droit dit... Aujourd'hui, c'est un long mouvement féministe en France qui, avec l'accession de Mitterrand au pouvoir, est arrivé à faire voter ce genre de loi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la femme peut avoir des moments d'indisposition. La femme peut avoir des moments où elle n'est pas disposée. Mais elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas psychologiquement préparée. Elle peut dire non. Elle ne veut pas. Elle peut dire non par amour. Elle peut dire non parce qu'elle n'est pas disposée, tout simplement. Voilà.
Elle peut dire non. Mais lorsque son époux va la prendre de force, serait-ce un acte d'amour ou serait-ce un acte de bestialité? Un acte de possession. De possession, voilà. Donc, c'est un exemple. J'anime des conférences, souvent lorsque je parle des droits des femmes, lorsque j'évoque le viol entre époux, souvent les gens tombent des nues. Et notamment dans le milieu africain. On vous dira, oui, dans nos traditions, on ne peut pas poursuivre son mari. Comment peut-on poursuivre son mari? C'est une affaire de mentalité. Et cela va de même pour les violences conjugales. Une femme qui est battue par son mari quelque part dans sa conscience, c'est un témoignage d'affection. Parce que l'amour se conjugue aussi avec force, avec violence. Donc c'est un problème d'éducation des mentalités. Les femmes doivent savoir qu'elles ont des outils juridiques. Une femme qui est battue par son époux doit se protéger. Un homme qui bat sa femme est un homme malade, j'aime à le dire. Malade dans le sens où il a certainement une forme de déficience psychologique. Car on peut régler les problèmes autrement que par la violence. La violence est un symptôme d'un mal-être. Un homme qui bat, c'est un homme qui est lui-même, qui souffre quelque part, qui a besoin d'un traitement. Et en donnant des coups, il croit résoudre son problème. Mais en réalité, il s'enfonce justement dans une espèce de dépression, je dirais, psychologique et physique. Ce qui n'excuse rien, parce que, messieurs, les malades potentiels donc, qui battaient vos femmes, ça n'est pas une raison. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, qui ont des souffrances, je dirais, psychologiques, des souffrances qui tuent parfois... Ils nous disent, parce que les femmes parlent trop, on dit un mot, elles en ont dit 18. Non, mais elles peuvent supporter. Hein. Vous savez, le monde est dirigé par les hommes. Les femmes écoutent bien tout ce que les hommes font ou disent. Voilà. Elles s'y résignent, elles se soumettent, mais chacun a sa sphère. Vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Sauf que si on a l'impression que la même frontière. On n'a pas la même frontière. Donc, il faut absolument comprendre que la femme, qu'elle soit en Afrique ou ici, nos pays ont codifié un certain nombre de lois. Le viol est un crime. Je pense qu'en Afrique, dans les côtes africains, béninois, congolais, rwandais, le viol est un crime. Donc, une femme qui est violée, c'est vrai, ça dépend de quel contexte, elle doit saisir la justice. Or, nous savons très bien que le viol est souvent vécu comme une honte. Une femme qui est violée n'a pas le courage d'en parler. Pour ne pas mettre la honte sur toute la famille. Pour ne pas mettre la honte sur toute la famille, pour ne pas être l'objet des regards. Pour ne pas être rejetée. Pour ne pas subir encore l'anathème de l'entourage. Donc, elle se mue dans le silence. Elle se mure dans le silence. Et ceux que nous recevons, qui sont celles que nous recevons, ou ceux, donc les hommes aussi, sont souvent... C'est avec beaucoup de peine, c'est avec un long parcours qu'ils parviennent à extirper ou à sortir ce qu'ils ont dans les tripes. Donc cela vaut pour les violences, cela vaut pour le viol. Les femmes doivent se défendre. Madame de Saint-Ouen, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous ai entendu parler. Je crois qu'il y a 2 personnes qui avaient appelé. Et il y a une dame qui expliquait que les femmes sont maltraitées là-bas, un peu à Centrafrique. Il ne faut pas que cet homme-là puisse prendre les choses mal, parce que je crois qu'il a parlé comme si c'était un macho. C'est-à-dire qu'un macho, ça veut dire qu'il prend pour lui les choses mal. Oui. Alors que ce n'est pas pour lui qu'on a parlé. On a parlé dans la communauté. On parle pour tout le monde. Donc, il s'est senti visé, il a pris les choses pour lui. Donc, je pense que cette dame, elle a dit que les femmes étaient des femmes qui sont menacées là-bas, qui sont violées. Mais j'ai compris tout ce que la dame a dit, parce que moi aussi, je suis confrontée aussi, j'ai un mari qui est africain. Lui, il est de Centrafrique. Il m'a dit, c'est vrai que les femmes sont un peu maltraitées, les hommes sont un peu machos là-bas. Merci. C'est la femme, comme elle vient de dire, la dame, faire la manger, nettoyer, faire de tout à la maison. Et puis, des fois, ils sont même maltraités, ils sont tapés, battus, et ils ont la honte de dire aux gens, même à leurs parents. Merci madame pour votre intervention. Alors, je voudrais que vous puissiez commenter cela parce que vous avez donc cette initiative, je le rappelle, qui est Winning Africa, une Afrique qui gagne. Nous vous proposons de la décliner au féminin aussi, mais madame relève la susceptibilité des Africains en général sur ce qui se passe chez eux. Donc, quand nous disent ici, oh, mais vous étalez nos affaires sur la place publique, arrêtez de laisser penser que nous battons tous nos femmes. C'est vrai que ça n'est pas récurrent forcément, mais ne faut-il pas parler des problèmes au regard de ce que, du qu'en dira-t-on,
ton ou est-ce qu'il faut quand même regarder la réalité en face? Et c'est à cela que je vous invite à apporter des solutions déjà avant que de régler les problèmes eux-mêmes, parce que la perception que les Africains eux-mêmes ont de leur continent, de leur pays d'origine est telle que c'est déjà du fil à retordre qui se présente à vous. Oui, c'est une question de mentalité, oui. C'est vrai que dans le continent, on a tendance à banaliser. Voilà. Moi, je pense que cette tendance à la banalisation des faits sociétaires, des faits sociétaires, est une question qui va nécessiter pour nous, c'est vrai, une véritable mobilisation, je dirais, d'énergie, et une mobilisation des moyens, je dirais, intellectuels aussi. Parce que l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire que l'éducation, c'est montrer la voie aux gens. Et l'éducation, c'est former, c'est élever. Quand on dit « j'élève mon enfant », c'est l'élever vraiment, c'est-à-dire que lui donner la stature d'un homme responsable. Je l'enlève du bas et je le mets... Voilà, je l'élève, je lui montre la voie. Comme on dit quelque part, je le mets en haut. C'est ça l'étymologie, c'est sortir, aller vers quelque part. Et c'est ça. C'est-à-dire que sur la sphère africaine, nous avons un vrai problème de banalisation des questions. Et de susceptibilité. Et de susceptibilité, voilà. Alors, les susceptibilités, évidemment, ça peut être ici comme là-bas, dans le milieu africain, c'est vrai, mais nous avons, c'est une affaire vraiment de mentalité. Nous avons une mentalité qui est enfermée, je dirais, dans des archétypes qui font que, bon, voilà, on s'habitue à la médiocrité, on s'habitue au mal, et finalement, le mal devient le bien, et le bien devient le mal. Voilà. Madame Apontoise, bonjour. Oui, bonjour. Mais je viens pour vous féliciter pour votre émission. C'est pour la première fois d'ailleurs que je vous écoute. Merci. J'ai une amie qui m'a appelé ce matin pour me dire de suivre l'émission. Et puis, bon, malheureusement, je suis arrivée légèrement en retard à l'émission. Eh bien, d'abord, toutes mes félicitations. Et moi, je voulais réagir justement... Bon, il y a une dame à Saint-Solomon qui venait de réagir tout à l'heure. Et je voulais réagir par rapport à ce que mon frère d'Avignon a dit. Ce n'est pas pour faire une polémique, mais au début, Maître Babin disait que lorsque M. Sarkozy a dit à Dakar que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire, nous avons été vexés. Et tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu qu'un autre nous le dise. Si c'était un Africain qui l'avait dit, je pense qu'on l'aurait accepté. Et là, la dame de Toulouse n'a pas fait une critique, et c'est une constatation. Et ce qui est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement par rapport à nos sœurs qui sont en Centrafrique. Moi, je suis de l'Afrique centrale aussi, mais il n'y a pas qu'en Afrique centrale. Partout, les femmes, nous avons des difficultés. Et ce que cette dame de Toulouse a constaté, c'est aussi vrai pour les femmes congolaises, les femmes centrafricaines, les femmes camerounaises, sénégalaises, etc. Mais je pense que notre sœur de Toulouse ne fait pas une critique, c'est une constatation. Et c'est à nous de voir comment faire pour aider nos sœurs. Alors, mon frère de Centrafrique... lui, comme disait ma sœur de Saint-Solomon, il a pris ça en pleine figure, il a pris ça pour lui. Ce n'est pas une critique. Nous voulons chercher des solutions pour aider nos sœurs. Et je pense que lorsque cette dame de Toulouse parle veut faire quelque chose en Centrafrique pour parler des ONG, etc. et tout, mais nous devons l'encourager tout simplement et puis venir en aide. Et puis nous qui sommes là, nous devons revoir, nous devons faire un pas en arrière pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique. Mais il n'y a pas à se vexer. Il n'y a pas à se vexer, il n'y a pas à se vexer. Et pourquoi nous ne voulons pas voir les choses comme elles se présentent? Ce sont des choses vraies que nous vivons, qui sont là, et nous devons donc les accepter. Voilà tout ce que je voulais dire. Et puis ensuite, je suis d'accord aussi avec notre sœur de l'Angleterre, je pense, si j'ai bien suivi. Eh bien, moi, personnellement, je ne tolère pas, je ne tolère jamais qu'un homme, quel qu'il soit, pose sa main sur une femme. Pourquoi les femmes acceptent-elles la première gifle? À partir du moment
où vous acceptez la première gifle, comme elle disait, eh bien, ce sera la deuxième, la troisième, et puis voilà. Donc, je demande à mes sœurs que les hommes nous respectent. Merci. Et je pense que, comme disait mon fils Anthony Nyati Mwamba, nous sommes dans une... Nous devons être... comment dirais-je, nous devons faire en sorte que les hommes, les femmes, les jeunes, nos enfants, nos fils, nos petits-enfants se comprennent, qu'ils se tiennent par la main pour avancer ensemble. Donc, il n'y a plus à dire que la fille doit suivre le garçon va devant et le garçon va mettre sa gifle sur la femme. Merci beaucoup, madame. Alors, manifestement, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je voudrais vous proposer à vous tous et à vous toutes qui nous regardez, si vous voulez participer à notre émission, merci de nous envoyer vos coordonnées à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Avec vos numéros de téléphone, c'est encore plus facile pour prendre attache avec vous et reconstruire le monde ensemble. Anthony Mwamba, vous êtes le président de Winning Africa, une Afrique qui gagne avec les femmes. Beaucoup de questions se posent à vous. Vous avez entendu ces interventions. Je voudrais bien vos réactions. Est-ce que vous seriez porté à lifter l'objet de votre association, les objectifs qui sont les autres, les vôtres? Avez-vous pensé trop grand? Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais comment allons-nous faire pour arriver à nos fins au regard des réalités que nous entendons? Non, je pense que j'étais déjà averti sur les réalités d'Afrique. Et en gros, tout ce qui a été dit, c'est vraiment une question d'éducation. Pour moi, ça ne se résume en fait à ça, c'est une question d'éducation. Lorsque l'éducation, le droit sera bien donné, lorsque tout le monde va connaître ses droits et ses devoirs aussi, je pense qu'on va arriver à moins de dérives au sein des couples et au sein de la société africaine. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est éduquer le peuple. Donc après, pour le reste, pour les hommes qui battent leurs femmes, c'est vraiment désagréable, c'est malheureux. Et eux aussi ne connaissent pas leurs droits, je pense. Ils sont dans leur cocon de machisme et ils avancent un peu comme à reculant en gardant les mêmes schémas que leurs ancêtres. Les ancêtres, d'après ce qu'on dit, frappaient leurs femmes. Après, je ne dis pas que c'est faux. Hein. Ah ouais, si vous mettez au conditionnel, non, ça s'appelle du négationnisme. Non, tout le monde ne le faisait pas. D'accord. Mais malheureusement, la société d'aujourd'hui, peut-être plus en Occident qu'en Afrique, les femmes se sont beaucoup plus réveillées ici et c'est le temps de le faire là-bas pour les femmes. Et ce que Winning Africa veut faire, c'est éduquer les gens, éduquer les femmes, afin qu'on ne puisse plus arriver là. N'avez-vous pas peur qu'on vous prenne pour des donneurs de leçons ? Pour deux questions, un conflit de génération, un conflit aussi culturel en disant c'est des jeunes qui sont en France, les enfants d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas encore vu la vie, qu'est-ce qu'ils veulent donc nous enseigner? N'avez-vous pas peur d'entendre cela? J'y ai pensé et je sais qu'on va nous le dire. Je sais très bien qu'on va nous le dire, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais est-ce que tous les vieux sont des sages? Bon, alors on ne prend pas ça comme un compliment. Monsieur à Paris, bonjour. Bonjour, Lady. Bonjour, monsieur. Bonjour à vos invités sur le plateau. Merci, bonjour. Je voudrais simplement leur rappeler que depuis que le monde est monde, les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. En ce sens que il faudrait que vos invités sur la place, sur le plateau, sachent quand même que selon la genèse de l'histoire du monde, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Jusque-là, nous sommes d'accord, monsieur. Vous le savez. C'est après que ça se gâte. C'est déjà pas mal. Donc l'homme, quelle qu'en soit la nature, est toujours le maître de la maison. Donc la femme, elle veut être l'égalité de l'homme. Ça commence à se gâter. J'en conviens. Mais pourquoi l'homme a 9 côtes et la femme a 7 côtes? Ah bon? Ah oui, la femme a 7 côtes, l'homme a 9 côtes. Donc, déjà, que la femme veuille courir maintenant à l'égalité de l'homme et de la femme, c'est chose pratiquement impossible. L'homme étant ce qu'il est, il reste ce qu'il est et il restera ce qu'il est. Les hommes ont-ils le droit de battre leurs femmes, monsieur, à votre avis? Pardon? Les hommes ont-ils le droit de battre leurs femmes? Ah non, sûrement pas. Pour qu'un homme frappe sa femme, il doit avoir une raison.
Même s'il a dit bonne raison, est-ce que vous pensez que c'est indiqué, monsieur, de battre sa femme? Non. Mais il doit avoir une raison pour battre sa femme. Bon, parce que une cause a son effet. Moi, je dois battre ma femme quand elle ne répond pas à mes désirata. Bien sûr. Alors, donc, si elle respecte, elle se respecte, elle me respecte, elle respecte la maison, les conditions de la maison, et son statut de femme, son devoir envers moi, et moi mon devoir envers elle, il n'y a pas de raison que je la bats. Et si vous ne respectez pas ses désirs, est-ce qu'elle a le droit de vous battre, votre femme, monsieur? Bon, ses désirs, lesquels par exemple? N'importe lesquels, est-ce qu'elle a le droit de vous battre? Par exemple, tout à l'heure, votre femme avocat, là, elle vient de dire quelque chose, elle est avocat, elle a commencé par Libreville, elle a fini par Paris, comme moi, je suis moi-même aussi licencié en droit comme elle. Bon, elle a dit que le viol en France ici, c'est un crime. Non seulement un crime de par le monde. Bon, et un homme marié officiellement ne doit pas violer sa femme, et la femme ne peut se plaindre d'être violée par son mari. Bon, dans le droit français, je le lui rappelle, quand moi j'étais en faculté de droit à Tolbiac, dans ce pays-là, il nous a été enseigné qu'une femme ne peut se refuser l'amour à son mari que quand elle a ses règles ou bien quand elle est gravement malade. Et si elle a gravement pas envie, tout simplement. Elle a raison de se refuser à son mari. Bon, je ne sais pas si elle le savait. Bon. Alors, monsieur, s'il vous plaît, il y a d'autres téléspectateurs qui voudront intervenir. Je voudrais juste que vous puissiez répondre à nos deux dernières questions. Est-ce que, à votre avis, si vous ne répondez pas au désir de votre femme, elle a le droit de vous frapper, oui ou non? C'est quoi? Si vous ne répondez pas au désir de votre femme, quel qu'il soit, a-t-elle le droit de vous frapper? Ah si, moi, je ne dis pas, par exemple, c'est entre-temps, elle me sollicite, quoi. C'est entre-temps, elle me sollicite. C'est que moi, je ne suis pas disposé, que vous voulez le dire. Oui, a-t-elle le droit de vous frapper? Ah non, pas du tout. Bon, merci monsieur pour votre appel. Alors, nous revenons. Olivia, chargée de communication de Winning Africa. Comment allez-vous communiquer sur toutes ces questions? Certes, présenter la structure qui est la vôtre, mais puisque la réalité sur la matière sur laquelle vous travaillez est telle que vous l'entendez, est-ce que vous avez des stratégies précises auxquelles vous pensez? Déjà, le 28 avril, nous organisons la première soirée des adhérents. Donc nous cherchons des personnes qui souhaiteraient rejoindre notre initiative. Donc on a fait pas mal d'invitations et on va présenter justement Winning Africa, les objectifs et demander à des partenariats par exemple, à d'autres associations si elles veulent se rejoindre Winning Africa et tout simplement nous aider à élever l'Afrique. Tout simplement. Donc on commence déjà par ça. Rappelons le lieu donc à nos téléspectateurs, le lieu, les horaires, les coordonnées pour pouvoir se joindre à vous. Alors c'est de 16h à 20h. C'est samedi 28 bien sûr, de 16h à 20h à l'hôtel Ibis à Paris, à 2 rue de Cambronne. 2 rue Cambronne, c'est métro Cambronne. Voilà. Madame à Montpellier, bonjour. Allô. Bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle parce que là, je suis votre émission, là, qui sont très intéressantes sur les femmes dans la vie quotidienne. Moi, je trouve que les questions qui sont abordées, il y a des bons et des bons et des autres qui ne sont pas très bons. La femme en Afrique, il faut dire que maintenant, beaucoup se relèvent parce qu'elle ne supporte plus, comment on appelle ça, la maltraitance. Moi, j'ai un témoin dont ma nièce ne travaillait pas. Son mari la traitait comme pour rien. Et depuis qu'elle a trouvé du travail, c'est devenu une guerre. Donc, il fallait qu'elle reste à la maison. Mon mari qui dit maintenant, tu fais la tête parce que tu travailles, parce que lui ne travaille pas. Alors, bon, ma nièce dit maintenant, ben, je suis indépendante, je ne dépends plus de toi. Et ça pose énormément de problèmes de ce bonhomme-là qui n'accepte pas cette situation. Donc, c'est tout le temps comme ça. Et j'ai dit, ces hommes ne comprennent pas grand-chose. C'est que quand la femme travaille, qu'elle a un petit revenu,
quand le mari disparaît et qu'elle se retrouve seule avec ses enfants, il n'y a plus des oncles, il n'y a plus de neveux, il n'y a plus de tantes. C'est elle qui se débrouille pour élever ses enfants. Hein? Moi, ma cousine, elle a perdu son mari et elle a eu 7 enfants. Ben, si elle n'avait pas son travail, qu'on lui avait dit avant de te marier, il faut que tu aies d'abord ton emploi. Si elle n'avait eu cet emploi, qu'elle serait devenue avec les enfants? Maintenant, ces 7 enfants ont chacun un petit job, ils sont sortis malgré son petit travail. Et ça, je trouve que pour une femme, c'est nécessaire qu'elle ait quelque chose. Hein, qu'elle soit au moins autonome. Cela ne veut pas dire qu'elle veut rivaliser avec son mari, mais c'est pour se dire, le jour où je veux me retrouver dans le peuple, qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants? Hein? Merci madame pour votre appel. Maître Babin, alors Winning Africa, une nouvelle Afrique est possible à condition qu'enfin les femmes soient prises en compte. Sinon, encore une fois, ce qui a déjà été fait n'est que ce qui risquerait d'arriver. Des réactions à tous nos téléspectateurs. Bien sûr. Au fond, l'avenir de l'Afrique appartient aux femmes. Parce que les statistiques démontrent aujourd'hui que à peu près 15% des entreprises dirigées par les femmes se portent bien. En Afrique, la femme a une conscience beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus élaborée lorsqu'elle est au poste de responsabilité. Et parfois, ça frise l'excès, malheureusement. Mais il est évident que nous avons besoin d'une société équilibrée. Est-on jamais trop responsable, voilà, voulez-vous dire? Parfois, voilà. Elles se sentent... par carence de... Non, c'est parce qu'elles veulent tellement bien faire, justement pour faire taire parfois le sexisme dont elle est entourée, voilà, qu'elle va parfois au-delà de ce qu'on peut attendre d'elle. Elle est souvent victime, quand elle fait très bien, elle sera victime de sexisme autant que lorsqu'elle fera mal. Donc la femme a besoin chaque fois de plus d'affirmation qu'un homme. Mais il est certain que nos sociétés africaines aujourd'hui ont besoin d'un véritable équilibre des forces. Équilibre, je dirais, de ce potentiel qu'est en la femme. Et c'est encore le Rwanda. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Une étude de la BAD avait, par exemple, été menée, je crois que c'était en 2009 ou 2010, où on avait interrogé un petit échantillon de femmes au Rwanda. 10% des femmes interrogées disaient qu'elles s'endettaient auprès des banques, elles pouvaient prendre un crédit bancaire pour l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire pour financer les études de leurs enfants. Une telle initiative n'était pas du tout assumée par les hommes. Les hommes ne peuvent pas aller s'endetter, aller prendre un crédit à la banque pour investir dans les études de leurs enfants, alors que les femmes le font. Et ça, ne veulent pas. Et ça, c'est encore au Rwanda. Donc c'est pour vous dire que l'indépendance financière, l'indépendance économique de la femme est une garantie, je dirais, d'un avenir meilleur pour les femmes africaines. Donc, aller à l'école, évidemment, assurer un équilibre à l'accès à l'éducation entre hommes et femmes, former une élite. Un des objectifs de Winning Africa, c'est aussi ça, c'est-à-dire assurer une formation égalitaire entre hommes et femmes. Une nouvelle élite. Vous savez, bon, les générations passent, le combat reste le même. Hein, l'Afrique aux Africains de Marcus Garvey, c'est aussi notre slogan aujourd'hui. Les Kwame Nkrumah qui ont pensé une Afrique unie, nous avons besoin, dans le cadre justement de Winning Africa avec les jeunes, c'est de promouvoir l'harmonisation des outils pédagogiques en Afrique. Il faut harmoniser notre droit. Il faut harmoniser les moyens de communication. Il faut harmoniser les moyens de sensibilisation parce que nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes de viol sont les mêmes en Afrique. Nos pays sont souvent en proie à la guerre. Parfois, ceux qui viennent nous aider à résoudre les conflits, puisque au niveau africain, nous peinons nous-mêmes à résoudre les conflits. Le panafricanisme que nous peinons à mettre en place n'a pas encore atteint le niveau où, aujourd'hui, nous pouvons assurer la stabilité de notre continent. Vous voyez les guerres, comment elles se révèlent, parfois à la surprise de tous. Ce qui se passe au Mali, c'est vrai, on pouvait le subodorer il y a quelques années, mais le point auquel arrive le Mali aujourd'hui, dans presque une balkanisation, où on veut imposer la charia au nord, c'est des choses que les Africains doivent être capables d'anticiper.
Sauf que là, quand vous parlez d'harmonisation de questions ou de résolution de conflits en Afrique, quand on prend de l'Afrique à l'intérieur d'un pays, déjà, il y a telle ethnie à gauche et telle autre ethnie à droite, on n'a déjà rien harmonisé du tout. Comment peut-on espérer harmoniser? Parce que vous travaillez sur l'Afrique tout entière, vous n'avez pas pris là un petit problème. Comment allez-vous faire pour harmoniser l'Afrique à l'échelle africaine, alors qu'à l'intérieur de chaque pays, le problème reste entier? Ma chère Lydie, vous savez, c'est une question de volonté politique et de volonté devant l'histoire. Cette harmonisation passerait-elle par les langues déjà, par exemple? Eh bien oui. Qui va renoncer à sa langue? Non, ce n'est pas une affaire de renonciation, non. C'est une affaire de fédérer les Africains. Les gens conservent leur langue. Vous savez, l'anglais est parlé presque dans tout le monde entier. Qui a renoncé à sa langue? On déplore qu'en Afrique, l'anglais et le français... J'ai défendu une jeune femme devant la Cour nationale de droit d'asile. La Cour était étonnée de savoir que cette fille parlait au moins 6 langues. Elle est d'origine congolaise, de la RDC, elle parlait le swahili, elle parlait l'anglais, elle parlait l'espagnol, elle parlait le lingala, elle parlait beaucoup de langues. Mais on n'a pas besoin de renoncer à une langue pour que nous puissions fédérer autour des mêmes objectifs. Il faut apprendre les autres. Nous devons apprendre une langue commune. Myriam Makeba, je pense, qui nous a quittés il y a quelque temps, elle chante justement cette Afrique qui sera unie autour d'une langue. Le swahili est parlé partout aux États-Unis. N'est-ce pas? Vous savez que dans les universités africaines, la langue swahili est apprise. Mais on peut commencer à inclure dans les programmes de formation dans nos écoles africaines. Si les Africains adoptent ce projet, il se fera. Apprendre le swahili dans toute la région, je dirais même en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, pourquoi pas, en Afrique du Nord. C'est une affaire de volonté et de vision de ce que nous voulons faire de cette Afrique. Mais quand vous parlez de vision et de former les élites, la question que je vous retourne aux jeunes que vous êtes, est-ce que tous les jeunes sont comme vous? Ont-ils tous envie de penser à cette Afrique qui peut-être est géographiquement loin de là où ils se trouvent s'ils sont en Europe? Est-ce que ce sont leurs préoccupations immédiates? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres choses plus accessibles en termes de projets? Comment se projettent-ils vers l'avenir? Comment faites-vous pour les recruter, les motiver et leur donner envie de travailler avec vous sur ces questions-là, sachant qu'en plus, vous allez être, vous, originaire de tel ou tel autre pays d'Afrique. Chacun voudra tirer la couverture de son côté. Avez-vous pensé à cela? Moi, j'ai pensé à cela et personnellement, plus on est d'origines diverses, mieux c'est. Ça, c'est mon point de vue. Parce que déjà, on va réussir à se mélanger, on va réussir à travailler en fonction des cultures de tout le monde. Et en ce qui concerne les gens d'ici qui n'ont peut-être pas tous envie de rentrer en Afrique, c'est peut-être aussi dû à ce qu'ils entendent de l'Afrique et aussi à la manière à laquelle ils vivent ici. Il y a des gens qui sont dans des conditions où l'Afrique, ce n'est pas leur objectif premier. Moi, personnellement, mon objectif, c'est l'Afrique, quel que soit le temps que je reste. Je ne compte pas finir mes jours en France, donc personnellement, il faut que je rentre. Et je rentrerai, je me souviens quand j'étais encore, il y a de cela 10 ans, il y a un jeu que je faisais avec mes frères, je me prenais pour Moïse, qui avait amené ses frères vers la terre promise. Et pour moi, dans ce jeu, de me prendre pour Moïse qui amène mes frères dans la terre promise, c'est plutôt amener l'Afrique vers un développement. Amener l'Afrique vers l'éveil des consciences, amener l'Afrique vers la place qu'elle doit avoir dans le monde. Faire briller l'Afrique. Et pourquoi je m'étais pris pour Moïse, c'est aussi tout simplement parce que Moïse n'a jamais vu la terre promise. C'est un combat que nous, les premiers winners, nous n'allons pas voir... Les premiers Moïse. Oui, les premiers Moïse aussi. Je pense que nous n'arriverons peut-être pas à la fin de ce combat. Vous ne le faites pas pour vous, mais pour les enfants de vos enfants? Exactement. Oh, que je suis triste de ne pas voir cela. Alors, vous savez tout le fil qu'il a eu à retordre, Moïse? Ah, il a eu beaucoup de fil à retordre, en tout cas. Il en a eu énormément. Et vous y attendez? Moi, je suis prêt. Myriam, la sœur de Moïse, donc, si je connais bien mes classiques, mais encore, vous avez parlé de votre mari tout à l'heure, imaginons qu'il veuille partir au Pakistan, au Pérou ou à Tombouctou, je ne sais où, et que vous n'ayez pas nécessairement envie d'y aller, que cela ne rentre pas là, dans cette initiative dans laquelle vous êtes engagé. Comment est-ce que vous tricoterez l'avenir, jeune femme que vous êtes? Je ne parle même pas de l'impératif des grossesses, des maternités qui vont faire qu'à un moment, vous vous retrouvez à ne pas faire ce que vous voudriez faire. Comment vous projetez-vous vers l'avenir? Je vous avoue que c'est pas ce qui arrive. Donc là, mon mari me soutient à 100% dans ce que je fais là. Jusque-là, nous sommes d'accord. Dans Winning Africa. Donc je n'ai pas pensé à ce que vous venez de me dire. Maintenant, je pense que moi, j'ai 30 ans. Tout à l'heure, je suis fière de dire que j'ai 30 ans. Les jeunes de ma génération veulent voir l'Afrique changer.
Après, les plus petits ne connaissent pas l'Afrique. Mais je pense que tout le monde, tout Africain veut que l'Afrique change. C'est juste ça. Et comme disait Maître Babin, c'est une question de motivation et c'est une question de volonté. On veut tous que l'Afrique change, donc on fera tout pour que l'Afrique change. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, de nos jours, on a l'Internet. Elle peut aller au Pérou et du Pérou pouvoir œuvrer pour l'Afrique. Et aller au Pérou dans sa cuisine en faisant à manger. Mais ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui travaillent dans la cuisine. Oui. Moi, je suis auto-entrepreneur. Je suis graphiste, je suis spécialisé dans les logotypes et je suis aussi architecte d'intérieur de formation. Je suis à mon compte. Il y a des fois, j'ai mon ordinateur à côté du fourneau. Je suis en train de me faire ce que je vais manger et en même temps, je travaille. Parce qu'on a la possibilité, c'est vrai que c'est pas bien de faire deux choses à la fois, mais on a la possibilité de le faire. Mais ce que je retiens, c'est que vous êtes un homme qui sait faire la cuisine et ça, ce sera une Afrique qui gagne. Nous allons prendre, on nous dit quelqu'un en RDC, si j'ai bien compris, monsieur, bonjour. Allô, allô? Bonjour madame, bonjour les invités. Bonjour. Oui, je suis content de l'émission. Je suis intervenu il y a 2 semaines, je pense. Je m'en souviens. La conversation était moins bonne qu'aujourd'hui. Oui. Et alors, je voudrais vous dire que je suis en train de travailler sur cette question. Je travaille sur cette question. Et sur la femme, je crois, la fois passée, j'en ai parlé. Et je crois que la Bible est le livre le mieux placé pour répondre à cette question entre l'homme et la femme. Parce que Dieu lui-même, quand il a créé l'homme et la femme, lorsque vous lisez Genèse au chapitre 5, verset 2, on dit bien qu'il les appela tous du nom de d'homme. Donc, il n'a pas fait la différence des genres là-bas. Il a dit seulement il les appela du nom de Il n'a pas compté les côtes. C'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, il y a une notion très importante dans la Bible que nous devons vraiment comprendre. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16, vous allez trouver que la femme, lorsqu'elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari. C'est alors que Dieu a dit, désormais, l'homme dominera sur toi et tes désirs seront portés sur ton mari. Maintenant, la question la plus importante qu'il faut se poser, avant que la femme ne mange le fruit, qui dominait sur l'autre? Là, ça reste une question, parce que c'est le jour où elle a mangé, elle a pris du fruit, elle a donné à son mari, que Dieu a dit, désormais, ton mari te dominera. Mais avant que la femme ne mange le fruit, qui dominait? C'est une question qui est débattue dans des écoles de théologie un peu partout. Il y en a qui disent que c'est la femme qui dominait, il y a d'autres qui disent qu'ils étaient tous ensemble sur le même diapason. Alors nous pensons que la femme, quelque part, on dit que c'est la femme qui avait un peu d'autorité sur l'homme à ce temps-là, parce que il faut voir comment quand la femme présente le fruit à l'homme, l'homme n'a même pas discuté. L'homme a pris directement le fruit et il en a mangé. Donc, ce qui montre un peu la suprématie de la femme sur l'homme avant que la femme ait mangé. Alors, moi, je suis en train de travailler sur la femme et le monde de demain. Alors, nous comprenons maintenant que la femme est demain, le monde dont nous parlons demain, c'est-à-dire que dans toutes les institutions. Donc, la femme est appelée à devenir un jour le président des États-Unis, est appelée parce que les hommes ont géré, ça fait plusieurs millénaires, plusieurs années. Alors, si Jésus-Christ est venu pour accorder la grâce, c'est-à-dire par la grâce maintenant, tous, l'homme et la femme, nous pouvons tous travailler sur le plan social et que la femme peut accéder à des postes de responsabilité. Et d'ailleurs, moi, je trouve que, de par le valeur qu'a la femme, si aujourd'hui la femme prenait la tête de toutes les grandes organisations internationales, il y aura la paix dans le monde parce que la femme a l'esprit et elle est épris de paix. Donc, c'est une bonne gestionnaire, c'est une personne qui a le valeur spirituelle et compatissante, elle a la compassion. La femme n'est pas conflictuelle comme nous voyons les hommes aujourd'hui, à la tête de certains pays, des organisations internationales telles que l'ONU et d'autres choses, il y a beaucoup de problèmes. Alors moi, je pense que Dieu nous convainc à nous montrer que le monde de demain sera dirigé par la femme. J'écris ça sur Facebook, ceux qui connaissent peut-être. J'écris beaucoup, j'ai développé ça sur Facebook. C'est pour montrer qu'il y a encore un élément que je voulais vous dire. C'est toujours en Genèse là-bas. On dit bien quand Dieu a créé l'homme et la femme, donc en créant la femme, Dieu a dit que, il dit à l'homme, il dit bien que je te donne maintenant une aide semblable à toi. Maintenant, il y a une mauvaise notion, une mauvaise compréhension de l'aide quand on parle de l'aide. Entre l'aide et celui qu'on aide, qui est fort? C'est celui qui aide, qui est fort, que celui qu'on aide.
Je vous donne un exemple. Lorsqu'on veut faire traverser un enfant dans une route où il y a tellement de circulation, c'est la grande personne, l'adulte, qui peut tenir un enfant à la main pour l'aider à traverser. Je sais que c'est une vérité que beaucoup d'hommes ne digèrent pas facilement. Merci, merci monsieur. C'est-à-dire que la femme, elle est... Merci beaucoup de nous avoir appelé de République démocratique du Congo. Surtout, tenez-nous au courant de vos travaux en nous adressant un petit courriel à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Je voudrais à tous les trois, avant la fin de cette émission, quand même en venir à un point. Monsieur a des références chrétiennes. Or, l'Afrique, on le sait, il y a l'islam, il y a l'animisme, il y a le christianisme, le bouddhisme et d'autres, j'en oublie. Comment allez-vous faire pour qu'une Afrique soit gagnante, tout en tenant compte de son aspect de mosaïque où l'Afrique, les pays se suivent sans se ressembler, les individus aussi, ça ne sera pas aussi simple. Oui, ça sera simple. Ah oui. Ça sera simple parce que, vous savez, la justice est une valeur qui doit sous-tendre toute société. Une société qui est fondée sur la justice, les hommes se respectent. Les Africains sont appelés à se respecter dans leur diversité. Nous n'avons pas besoin de guerre de religion en Afrique. Nous n'avons pas besoin qu'on impose la charia à un peuple qui veut exercer. Et pourtant, on voit bien que ça fait voilà. problème. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que l'Afrique doit se doter des moyens pour contenir ces velléités-là. Qui va renoncer à sa foi? Mais il ne s'agit pas de renoncer à sa foi. Il s'agit de vivre sa foi dans la liberté. Quand on parle de laïcité dans ce pays, c'est le respect de la religion de l'autre, sans que l'État soit accaparé ou enfermé dans une espèce d'ostracisme. Donc en Afrique, c'est la même chose. Nous voulons d'une Afrique qui respecte la diversité religieuse. La jeunesse africaine aujourd'hui veut donner ce message fort, qu'une Afrique libre, une Afrique forte, c'est une Afrique qui respecte les individus, qui respectent ses fils et filles dans leurs différences religieuses. L'islam a le droit de vivre, le musulman a le droit de vivre sa foi islamique ou musulmane dans sa liberté. Le chrétien a le droit de vivre dans la chrétienté, dans la liberté. Le protestant, la même chose. On n'a pas besoin d'imposer une religion à autrui. La tolérance et la liberté sont des valeurs qui sous-tendent les États de droit. Donc la volonté de Winning Africa, avec les jeunes, c'est aujourd'hui de dire nous avons besoin de bâtir des États de droit. Le frère qui a parlé tout à l'heure a évoqué des références chrétiennes. L'égalité, elle est consacrée dans la Bible. Tous ceux qui ne le voient pas m'étonnent. Dès la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, point. Il les créa hommes et femmes. Ce n'est pas une question de nombre de côtes. Non. Il les créa égaux. Et évidemment, quand il dit la femme a fait manger le fruit, c'est là qu'on commence à constater que l'homme va dominer sur elle. En réalité, il n'y avait pas de domination de l'un sur l'autre. Au départ, ils sont égalitaires, ils doivent s'entraider, ils doivent multiplier. Mais on a du mal aujourd'hui à revenir à ce schéma-là. Malheureusement, parce que ça vient de la Bible tout simplement, parce que tout le monde ne mange pas le fruit de la Bible. Mais c'est ça aussi, la Bible est un vrai livre de vérité. Donc voilà, c'est cette société-là que nous voulons. Une société où les uns et les autres se respectent dans leur diversité, dans leurs différences. On parle de discrimination en France, il y a beaucoup de discrimination en Afrique. Rien qu'à voir la domination de certaines ethnies sur les autres, ce qu'on appelle le tribalisme. C'est une vraie gangrène dans la société africaine. Et le sexisme alors? Le sexisme aussi. Donc tout cela, dans la prise de conscience que Winning Africa veut impulser au niveau africain ou même déjà à partir de l'Europe, c'est aussi de considérer toutes ces problématiques-là. Nous devons éduquer les hommes que l'Afrique de demain, l'Afrique qui veut être forte, qui veut être respectée de l'Occident ou d'ailleurs, c'est d'abord une Afrique qui s'accepte dans sa diversité, accepter l'autre dans sa différence, dans son ethnie, dans sa vérité. Nous n'avons pas, il n'y a pas... Comme on dit, il y a ta vérité, il y a ma vérité, et il y a la vérité. Et après, rechercher le consensus, rechercher ce qui peut fédérer. Or, la justice peut fédérer les Africains. Dans toutes nos religions, cette mosaïque de religion, il y a la notion de justice qui nous fédère. Alors, commençons déjà à l'échelle domestique, dans nos chaumières, à fédérer avec cette justice, qu'il y ait l'égalité qui prenne sa place entre les individus, quel que soit leur sexe, et peut-être que l'entreprise sera moins difficile à réaliser. Nous allons partir à Londres, si vous êtes toujours au téléphone. Bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Lady. Bonjour. C'est Ponin. J'appelle pour m'informer. J'ai pris l'émission en cours aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que c'est d'abord Winning Africa et quels sont leurs moyens d'action. J'ai pu entendre que Winning Africa a pour objectif de sensibiliser l'élite. Alors, qui sont ceux qu'ils ont identifiés comme élite en Afrique? Et puis, ils parlent d'éveiller les consciences et aussi de sensibiliser
déjà pas mal, c'est déjà bien. Mais je crois qu'en Afrique, nous avons, en Afrique, les femmes ont besoin de beaucoup plus que ça. Elles ont besoin de tout ce qu'ils viennent de dire, mais elles ont besoin de formation et surtout de financement. Voilà, pour leur autonomie et pour pouvoir travailler. Donc, pour moi, je voudrais bien qu'on m'explique un peu, avant de terminer, que les objectifs, les moyens d'action qu'ils ont, et étant donné que les lois en France sont différentes des lois en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup, il y a les lois elles-mêmes, et puis il y a la coutume, il y a les tabous, il y a les interdits, et tout ça, ils seront confrontés à beaucoup d'obstacles là-bas. Alors donc, libre à eux maintenant de nous expliquer. Aussi, j'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas Maître Babin Daniel qui est président de Winning Africa, et c'est plutôt Anthony. J'aurais préféré... Voilà, merci. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Alors, pour aller rapidement, séquence de rattrapage, quelques objectifs. Fédérer les Africains en vue de travailler pour l'émergence d'une nouvelle Afrique, éveiller les consciences, vous l'avez dit, défendre les intérêts de l'Afrique et des Africains partout dans le monde, former une élite capable de défendre les intérêts de l'Afrique, il voulait savoir comment vous allez faire, promouvoir la construction panafricaine de la démocratie et des États de droit, promouvoir le développement économique, agricole, industriel et technologique à travers un marché commun, promouvoir l'encadrement, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, accompagner les initiatives et projets d'investissement en Afrique, encourager les jeunes à découvrir l'Afrique et à y travailler. Et non, il n'y avait rien sur les femmes, hein, je les ai un tout petit peu forcées aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, notre téléspectateur de Londres vous pose la question, pourquoi ça n'est pas Madame qui est la présidente, d'une part, et comment allez-vous surtout arriver à vos fins pour parler des moyens? On va finir là-dessus. Ben, tout d'abord, pourquoi ce n'est pas Mme Babin qui est présidente? Parce que c'est une initiative de jeunes. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas jeune. C'est vous quand même. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas jeune. Mais vous l'avez tellement pensé. Oui, tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui l'a qualifié de maman. C'est un peu la maman, on va dire, du groupe. Donc, la preuve, l'Afrique a besoin de femmes pour porter les enfants vers le haut. Donc, on a une maman qui nous aide et qui nous permet de donner des bonnes idées de droit, qui nous donne l'impulsion de l'Afrique qui gagne. Donc, voilà pourquoi elle n'est pas présidente. Voilà pourquoi aussi. Après, dans Winning Africa, il y a eu l'élection. On ne va pas dire je ne me suis pas réveillé un bon matin pour devenir président. On a fait une élection parmi les membres de Winning Africa où j'ai été élu. Savez-vous pourquoi vous avez été élu d'ailleurs? Dans sa campagne, il a dit qu'il était Moïse. Ah bah oui, ça il faut le dire. Oui. Dans ma campagne... Vous avez parlé à des personnes qui ne connaissaient pas l'islam, mais le christianisme? Parce que Moïse n'est évocateur que dans ce cas-là, sinon... Non. Moïse était roi. Non, mais véritablement, savez-vous sur quels critères vous avez été élu, vous? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient candidates? Pourquoi pas les autres? Est-ce que vous êtes posé ces questions? Ben, je pense que on a tous essayé de se vendre. Ouais. Et de vendre notre vision de l'Afrique au sein de Winning Africa. Y avait-il des femmes candidates à ce poste de président? Oui, il y avait des femmes présidentes. Enfin, et candidates plutôt. Candidates. Et j'avoue que, personnellement, pour moi, elles ont la carrure pour avoir la place. Mais? Il n'y a pas de mais. C'est chacun sa chance. Aujourd'hui, c'est mon tour de faire avancer la Winning Africa. Et dans 2 ans... Ne pensez-vous pas que les hommes, enfin, tout le monde a préféré plébisciter un homme plutôt qu'une femme? Non. C'est pas tout le monde, c'était pas forcément l'unanimité. Et pourtant, les résultats sont là. Alors, non, les femmes n'ont pas voulu prendre le poste de président, il faut le dire. Il faut dire ce qui est. Pourquoi n'ont-elles pas voulu? Ah oui, les femmes n'ont pas voulu prendre ce poste. Peut-être qu'elles craignaient d'abord au départ. Que craignait-elle? Vous savez, souvent, on met quelqu'un devant, vas-y, avance, on va voir comment ça va marcher. Après, on prend le cheval. Donc, on va dire que les femmes de Winning Africa ont été plus intelligentes que les hommes. En général, bon, très souvent, nous, les hommes, on est plus... on fonce plus, quoi. On se jette à l'eau. Mais moi, je sais que dans Winning Africa, il y a des femmes qui seront à la tête. Et, bon, avec l'événement qui va se passer le 28, il y aura beaucoup plus de femmes. Et le 2, c'est beaucoup plus de cerveau. Donc, on aura une grande réflexion. Et beaucoup plus d'action aussi. Alors, sur les moyens, rapidement quand même pour répondre à M. de Londres, comment comptez-vous arriver à vos fins dans vos objectifs qui sont nombreux? On va plus qu'une minute. Hein. Je voudrais que vous finissiez là-dessus et que vous nous rappeliez le lieu, la date. Alors? Mais comme on a dit, déjà, au sein de l'Afrique, on va se mettre avec d'autres associations afin qu'ils nous donnent
la situation là-bas et on va monter un observatoire qui permettra de noter le continent sur différents points économiques, sociaux, de développement. Mais les moyens pour réaliser, pour former ces élites, pour former la jeunesse, pour payer des études, on a au moins la chance dans Winning Africa d'être encadré de professeurs dans différents secteurs. Oui. Et ce sont des économistes, Maître Babin qui est à la cour. Donc ce sont des personnes qui ont de la matière, de la bouteille, qui ont de l'expérience. C'est ça. Donc, à tous ces jeunes qui vont nous suivre, il y aura des conférences où on va faire appel à des personnes qui œuvrent et qui vont donner le savoir. Alors, un dernier point, rassurez-nous, la jeunesse, pas seulement la jeunesse en Occident, les jeunes qui nous regardent, qui sont en Afrique, qui voudraient participer à cette grande aventure, pourront bénéficier de cette formation de jeunes élites et tout ce qui s'ensuit. Exactement, parce que dans la vision de Winning Africa, comme on dit, c'est un mouvement qui est censé s'étendre jusqu'en Afrique. Donc, on est censé avoir des pôles, des relais de Winning Africa un peu partout. Je voudrais, Olivia, vous laisser le soin de nous rappeler donc le lieu, la date pour la rencontre de Winning Africa. Alors, nous invitons tout le monde, jeunes, moins jeunes, personnes âgées, étudiants, pour la première soirée des adhérents qui se déroulera le 28 avril au métro Cambronne. C'est 28 rue de Cambronne. Donc venez nombreux pour découvrir notre association Winning Africa. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, ce soir-là? Alors on va présenter bien sûr notre association, les objectifs et on va demander pourquoi pas des partenariats avec différentes associations. On va demander des collaborations, toutes sortes de collaborations. Voilà. Et des adhésions aussi. Et ils vous demanderont toutes sortes de garanties. Oui, je sais que vous le savez. Bien sûr. Maître Babin, vous avez le mot de la fin, bien que ce soit archi super extra fini. Oui, c'est vrai. Bon, alors, donc Winning Africa, c'est une grosse machine qui commence. Et avec un observatoire, vraiment, ce serait notre projet phare. C'est la mise en place de l'Observatoire de la démocratie et du développement en Afrique. Nous en avons marre d'une Afrique qui est toujours pointée du doigt. Nous voulons une nouvelle Afrique, voilà. Donc Winning Africa, c'est pour l'émergence d'une nouvelle Afrique. La sortie officielle, c'est le 2 juin. Le 2 juin 2012 à Paris. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous, 14 ou 15, qui nous avez appelés de partout dans le monde pratiquement. Merci d'être fidèles à nos émissions. Si vous voulez participer à Lady vous écoute, @telesud.com. Rendez-vous dans notre édition de demain. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.